La Nouvelle-Écosse nous le rappelle depuis hier soir. La vision prédominante de l'éducation tout au long de la vie ne tend à s'activer qu'au moment où cela rapporte et cela au sens le plus étroit du terme se rapporte. Or, la vie éducative ni ne commence avec l'école, ni ne s'arrête au sortir du marché du travail. This kind of lifelong learning is not lifelong. Cette vision est aussi limitée dans la deuxième dimension du lifelong learning, le life-wide learning. La vision prédominante du lifelong learning, comme on en parle dans un hôtel à côté d'ici, dans le Forum économique justement, tend aussi à être unidimensionnelle. Bien sûr, la formation continue reliée au travail constitue une avancée majeure dans le champ de l'éducation et de la formation des adultes. Et cela, c'est indéniable. On le voit dans le Centre du savoir relié au travail, on a fait des percées majeures. Et ce développement majeur est une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'on en reste souvent uniquement à ce champ de l'éducation des adultes. Amorcé il y a plus de 20 ans et relancé par la présente crise économique, des politiques sont maintenant adoptées dans tous les pays pour réguler et supporter le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Très bonne nouvelle. On reconnaît la pertinence d'accroître la capacité d'action de toute la population active. On reconnaît la rentabilité d'investir dans le développement continu des savoirs et des compétences de la population active dans l'économie formelle. Et à ces fins, à titre de précondition, on commence à promouvoir l'alphabétisation en milieu de travail. L'expansion rapide de la formation reliée au travail, je le répète, est une très bonne nouvelle. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on en reste là. Le problème est dans le constat que, hors du travail rémunéré, il n'y a pas de politique active d'éducation des adultes qui font la différence. Il y a peu de chances pour les adultes d'avoir du support pour continuer à se former et à se construire en dehors de leurs besoins et de leurs aspirations reliées à leur carrière professionnelle. Le problème est l'unidimensionnalité de ce développement. Prenez la santé. On sait que la compétence citoyenne en santé peut faire toute la différence, tant du côté curatif que du côté préventif. Du côté curatif, par exemple, on sait qu'une diffusion généralisée des compétences médicales de base va permettre de corriger les effets de la diminution de temps que le professionnel peut maintenant accorder à des patients, étant donné les coupures dans le domaine de la santé, étant donné l'accroissement important des coûts dans ce domaine. Les patients, pour compenser la réduction de la communication orale, vont maintenant devoir recourir aux informations écrites transmises et faire des recherches documentaires personnelles. D'où l'importance de compétences de base en matière de santé. De même, au niveau préventif, la maîtrise par les populations adultes des compétences de base en santé va devenir maintenant une composante clé des politiques de prévention, visant à diminuer précisément l'occurrence des maladies et donc la demande de services de soins. Dans les deux cas, curatif et préventif, la clé de la productivité sociale des systèmes de santé est reliée à l'éducation populaire en matière de santé. Et pourtant, en avez-vous entendu parler dernièrement? Moi, non. Cela pourra faire toute la différence et permettre d'endiguer l'explosion des budgets publics de santé. Mais faute d'un tel développement pour corriger les écarts, le manque de compétences de base en matière de santé, la distribution inégale des compétences de base en matière de la santé au sein de la population adulte devient la principale source silencieuse et donc tragiquement efficace des inégalités dans l'accès aux soins de santé. Voilà la conséquence de cette vision atrophiée de l'éducation tout au long de la vie. Ce n'est pas par hasard si le près du tiers des activités d'éducation communautaire, d'éducation populaire, d'éducation socio-culturelle dans tous les pays de l'Europe du Nord, depuis l'Allemagne et les Pays-Bas jusqu'aux pays nordiques, jusqu'aux pays scandinaves, que le tiers des activités d'éducation populaire appuyées par l'État, que le tiers de ces activités-là portent sur des sujets relatifs à la santé. Ce n'est pas par hasard. Ce dont il s'agit pour ces hommes et ces femmes n'est pas seulement de s'inscrire dans un État-providence plus participatif en matière de santé, mais aussi et surtout la possibilité ou non pour chacun d'eux et chacune d'elles de prendre possession de leur corps, de le connaître, ce corps, de vivre consciemment nos vies physiques, de la piloter, d'en jouir
et de le faire avec l'aide des professionnels, mais sur la base d'une compétence personnelle, d'une maîtrise personnelle. Considérons la vie aujourd'hui en société multiculturelle. L'accommodement raisonnable dont on a tant parlé au Québec n'est guère possible sans la possibilité pour tous d'en faire des accommodements discutés, des accommodements réfléchis, d'en faire des accommodements débattus, des accommodements où on peut échanger entre nous. Le contexte multiculturel cesse d'être source de conflits alors et devient un apport pour tous, mais que dans la mesure où des espaces sont créés pour apprendre la culture de l'autre, pour discuter ouvertement des différences, pour vivre de façon réfléchie la multiculturalité. Prenons l'environnement. Une autre planète est possible, et c'est clair qu'une autre planète est possible. Un renversement, tout au moins un freinage des tendances actuelles est vraiment possible. Mais cela n'est pas possible sans une prise de conscience généralisée, sans une créativité pratique pour modifier la façon dont on produit et dont on consomme. Nous n'arriverons au seuil critique capable de renverser les tendances et de faire une réelle différence lorsque des centaines de millions d'hommes et de femmes sur cette petite planète auront l'espace et les ressources nécessaires pour se rencontrer en petits groupes, pour discuter, pour s'informer, pour soutenir avec compétence leur inquiétude et leur volonté d'agir. Pourquoi ne pouvons-nous pas au Canada, comme on l'a fait d'ailleurs dans le passé, soutenir des centaines de milliers de cercles d'études et de cours d'éducation populaire, comme on l'a fait en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques, en Belgique, etc. Je vous le demande bien, pourquoi? La vision prédominante de l'éducation tout au long de la vie oublie que 90% de nos vies se passeront en dehors du travail rémunéré. Cette vision prédominante omet la productivité sociale et culturelle des citoyens et des citoyennes. Cette vision prédominante, atrophiée, ne reconnaît pas la mutation des politiques de santé vers un État-providence participatif demandant une société civile active et compétente. Cette vision atrophiée de l'éducation tout au long de la vie construit ainsi des silences sur la nécessité de politiques publiques d'éducation populaire, appelée aussi dans d'autres pays éducation communautaire, éducation socioculturelle, éducation syndicale, éducation coopérative, éducation féministe, etc. Elle oublie la multidimensionnalité de nos vies, la multidimensionnalité de nos expériences, la multidimensionnalité de nos aspirations. Ce qui nous conduit à la troisième dimension. Il n'y a pas de lifelong learning. Il n'y a pas de life-wide learning if learning is not also life deep. L'éducation est d'abord une activité interne du sujet. Elle ne peut se dérouler tout au long de la vie que si elle est enracinée dans la vie particulière de chacun de nous, dans nos expériences, dans nos biographies propres. L'éducation tout au long de la vie n'est pas durable, ne conduit pas à l'empowerment de l'individu si elle n'est pas assumée, réassumée par les hommes et les femmes qui la vivent. Learning cannot be lifelong and life-wide if it's not also life deep. Et cela n'est pas de l'individualisme, c'est la base de l'enjeu social de l'éducation des adultes. C'est dans la mesure, et c'est une chose que les groupes de femmes nous ont appris au cours des 40 dernières années, c'est bien cela. C'est dans l'autonomisation de chacune des femmes que se construit le mouvement. Dans l'éducation relative à l'environnement, l'essentiel n'est pas la diffusion ou le transfert des savoirs écologiques. Ceci n'est qu'une condition. L'essentiel, c'est le fait d'individus qui se conscientisent, qui développent une capacité d'initiative, qui maîtrisent des savoirs, qui apprennent à faire des veilles, à communiquer avec d'autres, à réfléchir sur leur action. Bref, l'essentiel, c'est le fait que des acteurs se donnent une autonomie d'observation, d'action, de critique. L'éducation tout au long de la vie, c'est d'abord profondément des individus, hommes et femmes, qui se construisent. C'est l'autoconstruction continue du sujet. Cette reconnaissance de l'intimité d'apprendre, this recognition of the intimacy of learning, is a social issue, est un enjeu social. C'est cette intimité retrouvée et valorisée qui, paradoxalement, permet à l'expérience éducative d'être socialement émancipatrice. There is no emancipatory adult learning if adult learning is not the deep experience of each of us.